Tu sais, les néoconservateurs et les néolibéraux, ils ont propagé le mensonge selon lequel l'invasion de l'Ukraine par la Russie était une agression non provoquée contre l'Ukraine. Je veux dire, aucune guerre n'a jamais été plus provoquée, du moins à l'époque moderne, à ma connaissance. La Russie a essayé, pendant 15 ans, le président Poutine a tendu la main, a tenté de négocier une solution diplomatique pacifique à la crise entre l'Ukraine et l'OTAN. Et à chaque étape, c'est bloqué. Il a été, vous savez, informé que les États-Unis ne feraient pas de compromis sur, vous savez, nous avons la politique de la porte ouverte jusqu'à la veille de la guerre en Ukraine. Tout ce que nous avions à faire, vous savez, Biden devait signer un morceau de papier sans valeur sur lequel il aurait pu revenir plus tard et dire que les États-Unis, que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN. Et je suis convaincu que la Russie n'aurait pas envahi. Donc cette guerre n'est vraiment pas une guerre d'impérialisme russe, c'est une guerre contre l'impérialisme américain. Et je dis cela en tant que quelqu'un qui aime l'Amérique. Vous savez, je suis un patriote qui agite le drapeau, un conservateur qui met l'Amérique en premier, mais c'est juste un fait. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai de nouveau avec moi David Pine, ancien officier de l'armée américaine et actuellement directeur adjoint du Task Force on National and Homeland Security. David publie également un Substack populaire appelé The Real War, sur lequel il analyse les affaires internationales et la politique nationale des États-Unis. David a suivi de près la transformation du Parti républicain et la campagne présidentielle de Donald Trump. Il a récemment écrit un article sur le retour des néoconservateurs et comment Trump a choisi certaines figures farouchement pro-guerre, comme Marco Rubio ou Mike Waltz, pour son cabinet, malgré ses promesses de ne pas répéter les choix néoconservateurs de sa première présidence. Ceci est l'escalade récente entre les États-Unis et la Russie, avec des missiles d'attaque maintenant tirés sur le territoire russe d'avant 2014, sont les deux sujets que nous voulons aborder aujourd'hui. Alors David, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir invité. David, commençons par le premier sujet, puis nous aborderons le plus dramatique dans un instant. La rhétorique de Donald Trump pendant sa campagne était qu'il voulait mettre fin aux guerres éternelles. Il a également dit dans des interviews, et ainsi de suite, qu'il comprenait que les personnes qu'il avait choisies pour son cabinet, comme le Morse, monsieur j'oublie toujours son nom, Bolton, n'étaient pas propices à cet objectif, n'est-ce pas? Et que certaines personnes sont même allées derrière son dos pour réaliser leur politique pro-guerre. Maintenant qu'il est réélu, comme vous l'avez souligné, Marco Rubio et Mike Waltz sont des choix surprenants, car ils appartiennent, même s'ils ne sont pas de la même catégorie de néocons, ils appartiennent toujours aux néocons. Comment vous expliquez-vous cela, et que devons-nous attendre de ces personnes? Oui, eh bien, c'est exactement ce qui m'inquiétait. Comme vous l'avez mentionné, pendant la première administration, Trump, beaucoup de ses choix, vous savez, Bolton, Pompeo comme secrétaire d'État, Tillerson comme secrétaire d'État, je veux dire, il y a eu plusieurs choix très préoccupants qui l'ont vraiment dissuadé de faire ce qu'il voulait faire. Ce qui, en premier lieu, était d'avoir un accord de paix global avec la Russie. Et cela a été déraillé principalement à cause du canular de collusion Trump-Russie, qui a été plus tard entièrement discrédité, et aussi pour mettre fin aux guerres au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Et il n'a pas réussi à faire aucune de ces quatre choses, malheureusement, pour ces raisons. Dans ce cas, je pense qu'il est plus engagé que jamais à mettre fin aux guerres éternelles de l'Amérique, à dégrader peut-être l'adhésion de l'Amérique à l'OTAN,
en adoptant peut-être l'excellente idée de Sumatra Maitra, d'une OTAN dormante, où les États-Unis retireraient leurs troupes d'Europe, mais continueraient à soutenir l'OTAN en termes de parapluie nucléaire et de forces navales, sa flotte atlantique et sa flotte méditerranéenne. Mais oui, les premiers choix, plusieurs des premiers choix de Trump, probablement les 4 ou 5 premiers, étaient tous des néocons dévoués de longue date, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Mike Waltz, je pense, a été le premier en tant que conseiller à la sécurité nationale. C'est quelqu'un qui a soutenu tous les paquets pour l'Ukraine jusqu'au dernier. Je pense que c'était en mai ou à peu près à cette époque. Et il a également soutenu, en 2022 je crois, il a appelé à une éventuelle implication directe des États-Unis dans la guerre. Il a dit que nous pourrions devoir envoyer des troupes américaines sur le terrain pour défendre l'Ukraine. Je veux dire, c'est scandaleux et extrêmement provocateur, même au-delà de ce que Biden fait en ce moment. Marco Rubio, de manière très similaire, a été un partisan de l'Ukraine jusqu'au début de cette année. Mais pas sur la base des intérêts de sécurité nationale de l'Amérique qui ne seraient pas impliqués en Ukraine, mais plutôt sur la base que cela n'incluait pas de financement pour la frontière, ce qui était jugé plus critique du côté républicain conservateur au Sénat. Et puis il y a eu d'autres choix également. Mike Huckabee, en tant qu'ambassadeur en Israël, est peut-être moins préoccupant, mais cela indique également que Trump souhaite probablement établir une relation plus étroite avec Israël, plutôt que de freiner la guerre d'Israël à Gaza et au Liban. Et puis bien sûr, Elise Stefanik comme ambassadrice à l'ONU, ce qui est un rôle assez sûr pour un néoconservateur qui se contente d'être un porte-parole des États-Unis, bien qu'elle soit membre du cabinet et donc potentiellement capable de contribuer aux décisions de l'administration Trump. Il y a aussi beaucoup de bons choix. Pete Hegseth comme secrétaire à la Défense, Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national. Ce sont deux des très bons choix. Matt Gaetz, s'il a une quelconque influence sur la politique étrangère, a en fait déclaré que nous devrions peut-être inviter la Russie à rejoindre l'OTAN au lieu de l'Ukraine. Je veux dire, c'est assez visionnaire, probablement un peu tard parce que ce n'est plus pratique. Mais l'idée même que nous ayons une sorte d'accord de sécurité mutuelle avec la Russie au lieu de l'Ukraine est quelque chose que je défends depuis de nombreuses années. Pete Hegseth a déclaré qu'il ne voulait pas envoyer, il est très préoccupé par la guerre en Ukraine. Il veut la voir se terminer. Et il ne veut pas envoyer son propre fils se battre en Ukraine pour un différend frontalier entre deux dictateurs, essentiellement. Donc il va y avoir ces deux ailes concurrentes. Elles sont assez équilibrées en termes de nombre et de rôle, sauf pour le fait que Trump et J.D. Vance sont très fortement du côté pro-paix. Donc, je veux dire, cela ressemble à un cabinet très éclectique. Comme vous l'avez dit, il y a maintenant deux ailes. Et curieusement, l'une des ailes provient également du Parti démocrate. Je veux dire, toutes les personnes qui ont quitté le Parti démocrate, y compris Kennedy, n'est-ce pas? RFK Jr., comme secrétaire à la santé. Donc bien qu'il n'aura probablement pas grand-chose à voir avec la politique de sécurité, encore une fois, comme vous l'avez dit, si vous êtes assis dans le cabinet et que vous faites partie des réunions, il y aura une certaine forme d'influence. Pensez-vous qu'il y a une grande stratégie derrière cela pour Donald Trump, qui pourrait avoir plus à voir avec la politique intérieure qu'avec la politique internationale? Parce qu'une chose qu'il a promise à maintes reprises est d'éradiquer l'État profond et de déloger le blob du pouvoir. Il pourrait y avoir une stratégie pour inclure certaines personnes du blob, mais pas d'autres, afin de faciliter l'approbation de l'ensemble du cabinet, car il doit encore passer par le Congrès, n'est-ce pas? Est-ce que ce type de stratégie pourrait être dans son esprit pour expliquer pourquoi il fait ses choix?
Ou peut-être croit-il simplement en ces personnes. Et en réalité, il n'est pas aussi fermement anti-néoconservateur qu'il l'a laissé entendre pendant la campagne. Mais d'un autre côté, le choix de J.D. Vance va fortement en cela. Pouvez-vous en parler? Oui, je n'ai pas pu détecter de stratégie dans les choix de Trump entre les néoconservateurs et les conservateurs nationalistes de l'Amérique d'abord. Je pense que c'est plutôt basé sur la loyauté. C'est quiconque qu'il perçoit comme étant loyal envers lui, personnellement. Et cela signifie, vous savez, généralement soutenir son programme, pas nécessairement tout, mais juste, vous savez, quelqu'un qui ne va pas le trahir, quelqu'un qu'il ne considère pas comme faisant partie de l'État profond. À mon avis, et je pense que c'est aussi le vôtre, comme vous l'avez suggéré, les néoconservateurs font généralement partie de l'État profond. Vous savez, ce sont des personnes que nous associerions au blob, des personnes qui essaieraient de saboter les accords de paix, comme je l'ai écrit dans mon article, potentiellement avec la Russie et la Chine, et bien sûr l'Iran également. Avec notre guerre par procuration contre l'Iran au Moyen-Orient, qui est menée par l'intermédiaire d'Israël. Alors vous savez, j'ai vraiment des inquiétudes à ce sujet. Je pense que Trump peut être compté pour faire beaucoup de mouvements positifs pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine dès que possible. Mon inquiétude est en fait que le président Biden, vous savez, avec ses dernières actions d'escalade, autorisant l'utilisation de missiles d'attaque en profondeur à l'intérieur de la Russie, même en dehors de la région de Koursk, cela pourrait s'intensifier, poussant la Russie à réagir de manière proportionnelle, mais d'une manière qui mènera à une sorte de représailles, où, vous savez, ils nous attaquent d'une manière plus importante que nous ne les avons jamais attaqués. Nous les avons déjà attaqués d'une manière plus importante que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Et vous savez, nous devons simplement nous surpasser. Et puis soudainement, nous sommes dans une guerre cybernétique massive dans laquelle ils attaqueraient probablement en premier ou même simplement feraient exploser l'ambassade des États-Unis à Kiev. Scott Ritter aurait déclaré que ce qu'il entend, c'est que les Russes envisagent sérieusement un bombardement aérien et de missiles massifs de Kiev qui inclurait les ambassades occidentales, principalement, bien sûr, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni et l'ambassade de France, avec l'utilisation d'armes thermobariques, ce qui pourrait vraiment anéantir de nombreux bâtiments gouvernementaux. Je pense que l'Ukraine serait la cible principale, mais aussi les troupes de l'OTAN en Ukraine. Et les Russes croient que les troupes de l'OTAN sont basées dans ces ambassades. D'accord. Je veux dire, bien que ce soit certainement une possibilité, je serais très surpris car les Russes tiennent à respecter les normes diplomatiques. À ma connaissance, il n'y a pas un seul cas où les Russes ou les Soviétiques ont attaqué un bâtiment d'ambassade. Je veux dire, les seuls moments où cela se produit, je veux dire récemment, c'était avec Israël attaquant un consulat ou une ambassade d'Iran en Syrie. Et il y a eu le célèbre bombardement de l'ambassade de Chine en Yougoslavie par les forces de l'OTAN et des États-Unis. Mais même dans le premier cas, les États-Unis se sont excusés. Donc je veux dire, les grandes puissances n'ont pas un historique solide de violation de ces normes diplomatiques. J'espère donc que ce ne sera pas le cas, mais cela devient certainement beaucoup plus dangereux. Une chose qui me donne un peu d'espoir, c'est que les Russes, en fait, je pense avoir vu un tweet de Medvedev qui dit que les Russes ont tué beaucoup moins de civils. Je veux dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a tué beaucoup moins de civils en 3 ans que l'assaut d'Israël contre Gaza, n'est-ce pas? C'est une guerre entre leurs armées et non un massacre de civils, même si des civils sont morts. Donc j'espère que cela n'arrivera pas. Mais cela laisse toujours ouverte la question de savoir quelle est la stratégie des États-Unis maintenant.
Et revenons à Trump une seconde de plus. Y a-t-il une chance, selon vous, qu'il essaye de faire une diplomatie discrète en tant que futur président élu avec les Russes? Je veux dire, il a les connexions, n'est-ce pas? Il pourrait décrocher le téléphone pour appeler Viktor Orban, dire à Orban de dire quelque chose à Poutine et faire avancer les choses comme ça. N'est-ce pas? C'est envisageable, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il fasse exactement cela. Et c'est vraiment notre meilleur espoir. C'est que, vous savez, indépendamment de ce que fait Biden, Poutine comprend que Biden est sur le départ. Je veux dire, c'est un vieux président sénile qui essaye juste de, vous savez, causer autant de problèmes que possible et mettre le feu au monde autant qu'il le peut pour causer des problèmes à l'administration Trump, saboter ses tentatives de paix, parce qu'il est vraiment l'un des présidents les plus bellicistes de l'histoire moderne des États-Unis, alors que Trump s'est de plus en plus consacré à la paix. Il ne l'était pas pendant le premier mandat, mais il a été influencé par ses conseillers néoconservateurs pour ne pas faire toutes les choses qu'il avait promises ou s'était engagé à faire. Je pense donc que c'est probable. Il y a une sorte de corde raide juridique à marcher parce qu'il est techniquement contraire à la loi américaine de mener une diplomatie en tant que citoyen privé. Je pense qu'il devrait y avoir des exceptions pour les présidents entrants, mais ce n'est pas clairement indiqué dans la loi. Biden a fait à peu près la même chose. Il a mené sa propre diplomatie, passant des appels à des dirigeants étrangers juste avant de devenir président. Il y a donc beaucoup de précédents pour qu'un président élu mène une diplomatie, mais peut-être pas au niveau de la négociation d'accords de paix. Mais encore une fois, comme vous l'avez mentionné, il pourrait simplement décrocher le téléphone, appeler le gouvernement russe et leur dire que tout ce que Biden fait, il va l'annuler dès le premier jour. Toute l'aide à l'Ukraine sera suspendue et il va forcer la main de Zelensky jusqu'à ce qu'il accepte de négocier la paix. Si cela signifie que Zelensky n'est pas à la table parce qu'il refuse d'y être, alors cela peut être une négociation directe entre les États-Unis et la Russie, ce qui, je pense, est la chose idéale à faire. Oui, et ce que je pense est la seule chose que les Russes accepteraient réellement, parce que c'est là que réside le pouvoir. Ils l'ont dit depuis le début, depuis décembre 2021. Ils n'ont pas envoyé ces projets de traité à Kiev. Ils ont envoyé les projets de traité à Washington et à Bruxelles, parce que les Russes comprennent, comme la plupart des gens sur cette planète, que ce n'est pas une question entre Kiev et Moscou. C'est une question entre Moscou et l'OTAN. Donc, dès que cette mascarade prendra fin, nous nous rapprocherons de la résolution. Mais pour l'administration Trump, ou cette période de transition, qui semble maintenant comme si Biden essayait de brûler autant de ponts que possible, quel pensez-vous être le rôle du Pentagone? Parce que d'après ce que je comprends de ce que je lis et vois, il semble que le département d'État était clairement pour l'autorisation de ces armes. Et il semble que le Pentagone était celui qui a dit non. C'est la ligne rouge russe, et nous ne voulons pas de guerre directe. Nous menons cela comme une guerre par procuration. C'est la stratégie, et nous allons suivre cela. Maintenant, Biden ou quiconque dirige M. Biden pour le moment a réussi dans ce cas à annuler cela, ou le Pentagone a changé sa stratégie. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est plus probable que le Pentagone ait été contredit. Je pense que Lloyd Austin, comme vous l'avez mentionné, a été une voix de relative prudence. Je veux dire, au départ, il avait dit beaucoup de choses assez extrêmes, essentiellement affaiblir la Russie au point où elle ne peut pas faire la guerre ou envahir ses voisins. Je veux dire, la seule façon de faire cela serait de lancer une frappe nucléaire préventive contre la Russie. Il n'y a presque rien que nous puissions faire de manière conventionnelle qui affaiblirait la Russie
au point où elle serait incapable d'envahir ses voisins. Donc oui, tout ce que j'ai lu suggère que Lloyd Austin a été une voie de prudence en ce qui concerne cette question spécifique qui s'intensifie avec l'autorisation de missiles d'attaque américains en profondeur à l'intérieur de la Russie, en dehors des régions russes et extérieures de l'Ukraine. Donc je pense qu'il a simplement été désavoué. Et cela peut démontrer que Blinken et l'aile belliciste de l'administration néolibérale de Biden maintiennent leur ascendant auprès du président des États-Unis. Et quelle est votre opinion sur la justification de cela? Je veux dire, il y a toutes ces discussions sur ces missiles. L'autorisation d'attaque étant essentiellement une réponse très raisonnable à cette horrible escalade. Cette escalade inconcevable des Russes, impliquant maintenant des troupes nord-coréennes. Jusqu'à 50 000 troupes combinées de Corée du Nord combattant à Koursk, dont nous entendons parler depuis environ 6 ou 7 semaines. Et nous n'avons vu aucune photo, pas une seule vidéo aérienne de drone. Rien, pas un corps nord-coréen. Rien. Tout ce que nous avons, c'est ce battement de tambour continu et ferme des médias, nous disant que les Sud-Coréens disent que les Nord-Coréens sont déjà, en gros, en train d'envahir l'Ukraine, bien qu'ils ne le disent pas de cette manière. Mais c'est l'image qu'ils évoquent. Cela vous semble-t-il logique que les Nord-Coréens combattent maintenant dans cette guerre, que c'est la raison pour laquelle les attaques sont autorisées? Eh bien, c'est la raison donnée, et je suis d'accord avec vous. Il est peu probable que ce soit la véritable raison, mais c'est certainement la raison que l'administration Biden a donnée pour cette escalade. Le fait est que, vous savez, les troupes nord-coréennes, nous parlons de 11 000. Nous ne parlons pas de 50 000, 100 000, des chiffres fous qui ont été dans les médias. 11 000 troupes au maximum, dont toutes n'ont pas été déployées à Koursk. Aucune n'a été confirmée en Ukraine ou dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Bien que je pense que c'est probable dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie, elles sont principalement concentrées en Russie même. Alors vous savez, au maximum, on peut dire qu'ils sont déployés de manière défensive, peut-être pour aider les 40 000 à 50 000 soldats russes dans la région de l'oblast de Koursk à repousser l'offensive ou l'incursion ukrainienne, où ils ont pris le contrôle de plusieurs ou quelques centaines de milles carrés de territoire russe. Le mot que j'ai entendu de l'ancien député Dana Rohrabacher est que les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk sont partiellement encerclées, peut-être avec l'aide de troupes nord-coréennes. Mais ce n'est pas une véritable escalade, car les troupes nord-coréennes ne vont pas aider la Russie à gagner la guerre. Je veux dire, la Russie est déjà en train de gagner la guerre. Ils n'ont pas besoin de troupes nord-coréennes. Ils n'ont pas besoin de troupes chinoises. Donc ce n'est pas une véritable escalade. C'est pas, vous savez, combien de troupes, combien de soldats ukrainiens ont été tués par les Nord-Coréens. Je me risquerais à dire pas beaucoup. Et il y a apparemment beaucoup de problèmes avec les Nord-Coréens qui ne parviennent pas à apprendre le russe. Vous savez, ils ont certainement des systèmes d'armes similaires, vous savez, de l'artillerie de 152 mm et diverses choses comme ça. Mais il y a, vous savez, principalement le problème de la langue, qui a été un énorme problème qui a vraiment empêché les Nord-Coréens d'être pleinement déployés en première ligne. Donc au mieux, c'est prématuré. Vous savez, une escalade de notre côté est assez prématurée avant que les Nord-Coréens ne soient pleinement engagés dans la bataille dans la région de Koursk. Et tout cet épisode ne montre-t-il pas encore une fois l'état incroyable de notre environnement de propagande?
C'est tout simplement stupéfiant pour moi. Et maintenant, dans cette situation, encore une fois en politique étrangère aujourd'hui, hier, vous lisez ces articles sur la Russie à court d'armes critiques et l'économie qui s'effondre à nouveau pour la millionième fois. Ce sont les mêmes histoires, le même genre de « La Russie est au bord de l'effondrement. La seule chose qui les maintient en vie, c'est l'aide étrangère. D'abord, c'était les Chinois, puis les Iraniens, puis les Nord-Coréens. Et ils s'attendent simplement à ce que nous croyions cela. Qu'en pensez-vous? Ça devient tellement stupide. C'est totalement insensé. C'est tellement orwellien. Le truc avec la propagande, c'est que pour réussir, elle doit généralement contenir un élément de vérité. C'est ce que nous avons toujours compris. Il n'y a aucun élément de vérité dans la propagande que nous entendons. La propagande est souvent au moins 50% vérité, 50% mensonge. Ce qu'ils disent sur la guerre en Ukraine est composé de 80% à 90% de mensonges. Et bien sûr, avec la Russie, ils étaient la 6e plus grande économie du monde par PPA avant le début de la guerre. Maintenant, ils sont la 4e plus grande économie, selon toutes les mesures, selon le FMI, la Banque mondiale et la CIA. Et ils sont évalués par le FMI, qui est la référence en matière d'estimation des PIB par pays, un PIB de 6,9 billions de dollars, ce qui s'arrondit à 7 billions de dollars. C'est plus élevé que l'Allemagne, qui est d'environ 6 billions de dollars, et plus élevé que le Japon, qui est de 6,5 billions de dollars. Ils ont donc été renforcés économiquement par notre guerre en Ukraine. Et j'ai fait une analyse plus approfondie sur une base par habitant. Lorsque la guerre a commencé, le revenu par habitant en Russie était de 47% de celui des États-Unis. Maintenant, c'est 54%. Donc non seulement, vous savez, alors que le revenu américain a stagné en grande partie à cause des répercussions de nos sanctions massives contre la Russie, leur économie, leurs revenus par habitant et leur richesse personnelle ont augmenté. Donc économiquement, ça a été un échec complet. Biden a parlé d'étrangler l'économie russe, de faire en sorte que Poutine soit démis de ses fonctions par une révolte populaire. Les derniers sondages que j'ai vus montrent environ 80% de soutien pour, je pense que c'est 67% de soutien pour la guerre en Ukraine. Et à peu près le même pour le président Poutine, ce qui est, vous savez, de meilleurs chiffres de sondage qu'il n'en avait, vous savez, avant la guerre, certainement. Et puis militairement, vous savez, la Russie a augmenté la taille de son armée active à des niveaux de la guerre froide, des niveaux soviétiques, 1,5 million, ce qui est 50% de plus qu'avant la guerre. Et ils ont plus que doublé le pourcentage de leur PIB consacré à leurs forces armées, passant de 3% à environ 6% ou 7%. Pendant ce temps, vous savez, la Chine leur fournit d'énormes quantités de matériaux industriels stratégiques pour construire, vous savez, 1500 chars de combat principaux par an, des avions de combat, des systèmes d'artillerie, des munitions. Ils produisent plus de munitions d'artillerie que l'ensemble de l'OTAN réunis. Ils ont, vous savez, 2 à 3, voire 4 fois plus de chars que nous, ou du moins ils en avaient avant la guerre, et avec les taux de production qu'ils maintiennent actuellement, ils en ont probablement encore plus. Tout ce que l'administration Biden a dit vouloir faire pour affaiblir la Russie a échoué. Et cela a échoué lamentablement, provoquant un rapprochement plus étroit entre la Russie et la Chine. Je soutiens depuis les années 90 que la menace existentielle la plus importante à laquelle les États-Unis seraient confrontés serait une alliance sino-russe. L'objectif principal de la politique étrangère et de la politique de sécurité nationale des États-Unis devrait être de les séparer, principalement en s'alignant davantage avec la Russie et en essayant d'améliorer nos relations avec la Russie, de résoudre tout différend et d'avoir une sorte d'accord de sécurité mutuelle, que j'ai récemment pris l'habitude d'appeler une entente russo-américaine, similaire à celle entre la Grande-Bretagne et la France avant la Première Guerre mondiale.
Oui, ils le sont. Et une bonne partie du monde de la politique étrangère des États-Unis partage ce point de vue. Je pense que Tucker Carlson en fait partie. Nous savons que c'est aussi un des groupes de personnes qui ont l'oreille du président Donald Trump. Peut-être juste pour revenir à ce sujet, avec le choix des personnes, il me semble que Donald Trump est le plus susceptible de désamorcer ou d'essayer de désamorcer la guerre en Europe, en particulier la situation en Ukraine. Mais encore une fois, les choix qu'il a faits semblent indiquer que lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient, de l'Iran, de la Russie et de la Chine, cela pourrait être une autre histoire. D'après les personnes qu'il a choisies, et ce que vous avez entendu ces dernières semaines, quelle pensez-vous être son approche pour ces deux autres théâtres, que certains néoconservateurs veulent faire exploser et utiliser des armes? Ils ne peuvent tout simplement pas attendre de pouvoir enfin lancer des explosifs sur les deux endroits autant que possible. Mais Trump semble vouloir être dur avec les deux endroits. Cependant, il me semble qu'il n'est pas un fan de la guerre. Je veux dire, du moins il le dit. Lors de sa première présidence, il a tué le principal général militaire iranien, mais il n'est pas allé en guerre, ce qu'il aurait également pu faire lors de la crise des pétroliers de 2019. Pouvez-vous en parler, s'il vous plaît? 2019. Can you speak to that, please? Oui. En ce qui concerne la Chine, je reste très optimiste. Je pense que l'objectif principal de la politique étrangère du président Trump est d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Il comprend que la Troisième Guerre mondiale, certainement du point de vue des États-Unis, serait une entreprise autodestructrice. Nous n'avons tout simplement pas les armes nucléaires ou conventionnelles pour vaincre la Russie ou la Chine en guerre. Nous avons abandonné notre doctrine de victoire nucléaire en 1997 et démantelé 90% de notre arsenal nucléaire à la fin de la guerre froide. Donc nous n'avons pas la capacité de vaincre la Russie et la Chine. L'idée du côté néoconservateur à laquelle vous avez fait allusion est que les États-Unis pourraient combattre la Russie ou la Chine en toute sécurité dans une guerre conventionnelle et que cela n'escaladerait pas au niveau nucléaire. Cela ne s'intensifierait pas au niveau d'une super OMP. Certains d'entre eux croient que cela ne s'intensifierait même pas au niveau cyber, du moins en termes de cyberattaques massives sur les territoires nationaux de chacun. Ils parlent des satellites qui tomberaient en panne en 2 heures. Donc, ils comprennent que la Russie et la Chine pourraient chacune détruire tous nos satellites, GPS, militaires et d'alerte précoce dans les 2 premières heures de conflit. Peut-être s'inquiètent-ils davantage du cyber, mais cela ne semble pas être le cas. Des personnes comme Robert O'Brien, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, ont écrit un livre sur la nécessité de construire une marine massive qui corresponde à celle de la Chine. Donc, nous pouvons refaire la bataille du Jutland ou la bataille du golfe de Leyte, vous savez, comme si nous pouvions couler un tas de porte-avions, croiseurs et destroyers chinois, et qu'ils ne réagiraient pas ou n'escaladeraient pas au niveau nucléaire s'ils sont au bord de la défaite en essayant de reprendre militairement le contrôle de Taïwan. Mais je crois qu'il y a un risque élevé que la Chine agisse, peut-être dès janvier, avant même que Trump ne prenne ses fonctions, et qu'il se dirige vers un blocus total de Taïwan. Leur dernier exercice, l'exercice Joint Sword 2024B, a en fait été révélé aujourd'hui par l'amiral Paparo, qui est l'amiral commandant de l'Indo-PACOM des États-Unis, que les Chinois ont effectivement utilisé 152 navires dans leur dernier exercice de répétition d'invasion taïwanaise. Alors vous savez, on nous a dit que c'était 34, seulement 17 navires de la marine. En réalité, c'était 152. Donc, vous savez, la Chine est clairement prête pour une guerre mondiale totale avec les États-Unis. Si nous défendons Taïwan,
je ne pense pas qu'ils nous attaqueraient de manière préventive, à moins d'être très certain que nous le ferions. La Russie est également prête. Mais, vous savez, Poutine est très équilibré. Vous savez, parmi tous les dirigeants du monde aujourd'hui, vous avez absolument raison. Poutine n'est pas susceptible de faire exploser nos ambassades. Il n'est pas susceptible de lancer des attaques cinétiques contre les États-Unis et l'OTAN. Il pourrait très bien lancer des cyberattaques qui seraient assez importantes et plus grandes que tout ce que nous avons vu auparavant. Mais j'ai été très encouragé aujourd'hui de lire que le président Poutine ou le gouvernement russe tend en fait une branche d'olivier. Ils ont déclaré que si le président élu Donald Trump dirige l'équipe de négociation des États-Unis, ils sont prêts à le rencontrer demain pour négocier un cessez-le-feu immédiat dans la guerre en Ukraine. Et ils ont même déclaré qu'ils seraient prêts à envisager un cessez-le-feu le long des lignes actuelles, que Poutine a répudiées. Pour la première fois, il a répudié dans sa proposition de paix du 14 juin, où il a déclaré que la paix ne pouvait être atteinte qu'avec l'évacuation complète des troupes ukrainiennes des frontières constitutionnelles des 4 ex-oblasts russes. C'est donc une énorme concession. Ils ont également concédé qu'ils étaient prêts à accepter un cessez-le-feu plutôt qu'un accord de paix permanent. C'est donc très encourageant de voir ce niveau d'offre de paix juste un jour après que l'Ukraine a utilisé des missiles ATAK-MS sur le dépôt de munitions russes à Bryansk. Eh bien, je veux dire, une forme de négociation doit avoir lieu. C'est la seule chose qui est claire. Et j'en ai récemment parlé à la télévision russe. Le présentateur m'a dit qu'il est assez clair qu'il n'y a pas de plan pour prendre le contrôle de l'ouest de l'Ukraine. Il n'a encore entendu parler d'aucun plan de ce type par un responsable, un spécialiste ou un penseur russe. Je veux dire, le plan est de prendre l'est de l'Ukraine, celui qui est déjà incorporé à la Russie selon la loi intérieure russe, et ensuite de s'assurer que ce qui reste de l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. C'est le plan russe, car ils savent que s'ils avalent l'Ukraine en entier, c'est une pilule empoisonnée que certains néoconservateurs, je pense, aimeraient enfoncer dans la gorge des Russes. Mais cela ne serait pas dans leur intérêt, ce qui signifie que tout ce qui en découle doit encore être négocié, ce qui signifie qu'à un certain niveau, les Russes doivent également être conscients que quelque chose doit céder. Maintenant, qui peut négocier cela et qui est prêt à négocier? C'est la question, n'est-ce pas? M. Zelensky semble toujours croire que tout ce dont il a besoin, c'est d'une frappe supplémentaire pour récupérer la Crimée. Les Américains semblent vouloir le laisser dans cette illusion, et les Européens en parlent également. Peut-être pouvons-nous aussi tirer quelques leçons de ce que nous avons vu maintenant, à savoir que les Britanniques et les Français n'ont livré aucun missile à longue portée. Les Storm Shadows à l'Ukraine jusqu'à très tard, environ 12 heures après que les attaques AMS ont été données par les Américains. Je veux dire, il est maintenant tellement clair que tous les Européens sont sous l'influence directe des États-Unis que ça en devient presque douloureux, n'est-ce pas? Ce qui, encore une fois, prouve qu'ils ne sont pas des acteurs indépendants dans tout cet environnement, n'est-ce pas? Les seuls qui ont encore dit non à ces missiles sont les Allemands. Pensez-vous que Scholz s'en tiendra à cela? Ou pensez-vous que ce n'est qu'une question d'une autre semaine avant que les missiles Taurus ne soient également approuvés? Je pense qu'il n'y a aucune chance que Scholz recule et permette la vente de missiles Taurus à l'Ukraine. Parmi tous les dirigeants des grandes puissances européennes, il semble être le plus conscient que l'Allemagne, ayant été écrasée et divisée en, vous savez, 8 morceaux par les armées alliées et soviétiques combinées, sait qu'une guerre avec la Russie pourrait comporter de lourds risques pour l'Allemagne et pourrait très probablement, vous savez, être nucléaire ou en fait, vous savez, une occupation.
Cela semble moins probable. Je ne pense pas que la Russie, même dans une guerre totale, occuperait l'Allemagne, mais elle pourrait utiliser des armes nucléaires contre les bases militaires américaines en Allemagne en cas de guerre totale. Donc oui, je ne pense pas que ce soit probable. Mais en ce qui concerne, vous savez, les néoconservateurs et les néolibéraux, ils ont colporté le mensonge selon lequel l'invasion de l'Ukraine par la Russie était une agression non provoquée contre l'Ukraine. Je veux dire, aucune guerre n'a jamais été plus provoquée, du moins à ma connaissance, dans les temps modernes. La Russie a essayé pendant 15 ans, le président Poutine, vous savez, a tendu la branche d'olivier, a essayé de négocier une solution diplomatique pacifique à la crise entre l'Ukraine et l'OTAN. Et à chaque étape, il a été bloqué. On lui a dit que les États-Unis ne feraient pas de compromis. Nous avions la politique de la porte ouverte jusqu'à la veille de la guerre en Ukraine. Tout ce que Biden avait à faire, c'était de signer un morceau de papier sans valeur dont il aurait pu se rétracter plus tard, disant que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN. Et je suis convaincu que la Russie n'aurait pas envahi. Donc cette guerre n'est vraiment pas une guerre d'impérialisme russe, c'est une guerre contre l'impérialisme américain. Et je dis cela en tant que quelqu'un qui aime l'Amérique. Vous savez, je suis un patriote qui agite le drapeau, un conservateur qui met l'Amérique en premier. Mais c'est juste un fait. Les États-Unis ont un empire libéral que nous avons poussé. L'OTAN est la plus grande représentation de cet empire. C'est pourquoi il est si crucial que Trump agisse pour retirer nos troupes de l'OTAN, tout en maintenant une garantie nucléaire pour vraiment désamorcer toute cette bombe à retardement ou toute cette situation avec la Russie de conflit inutile. C'est juste une chaîne sans fin de spirale d'escalade. Alors que la Russie n'a vraiment aucun désir d'envahir des pays de l'OTAN, elle ne voulait même pas annexer les 4 oblasts. Concernant l'accord d'Istanbul, Poutine s'était engagé à ce que toutes les troupes russes se retirent des 4 oblasts. Je pense qu'il avait prévu d'annexer les républiques du Donbass, mais cela ne représentait qu'un tiers de la région du Donbass. Cela aurait donc permis à l'Ukraine de garder le contrôle de 93% de son territoire. Et cela aurait été une victoire incroyable, étant donné que, en quelques jours, les forces russes avaient partiellement encerclé Kiev. Cela aurait été une victoire immense que personne n'aurait pu prévoir. Tu sais, même si cela aurait impliqué la neutralité de l'Ukraine en dehors de l'OTAN et sa démilitarisation partielle, cela aurait été une victoire que personne n'aurait pu prévoir. Et c'était vraiment cela qui était en quelque sorte notre exigence minimale. Selon l'administration Biden, c'est ce qu'ils voulaient voir. Ils voulaient voir les troupes russes se retirer à leurs frontières d'avant-guerre. Poutine s'y était engagé dans le cadre de l'accord d'Istanbul. Et pourtant, Biden a décidé de le torpiller après que, tu sais, Poutine ait imprudemment décidé de se retirer du nord de l'Ukraine et que Kiev ait perdu prématurément avant que l'accord n'ait été entièrement signé et finalisé. C'est une tragédie incroyable, bien que tragédie soit le mauvais mot, car cela implique des forces supérieures agissant sur vous. Et ce ne sont pas des forces supérieures, c'est un massacre créé par l'homme, qui est en grande partie imputable à cette idée absolutiste d'imposer le pouvoir et la structure du côté des États-Unis et de l'OTAN. Et les Européens en font partie. Mais parce que la neutralité de l'Ukraine était la chose évidente, la chose la plus évidente et évidente, aussi rouge que la ligne était, aussi brillante était cette solution pour en sortir. Et cela a presque abouti, puis cela s'est effondré. Mais nous y sommes. Et la question pour moi est de savoir comment gérer les États-Unis. Je veux dire, comme vous l'avez dit, parce que je pense que les États-Unis sont dans un moment très très dangereux, n'est-ce pas? Non seulement c'est une période de transition interne vers la prochaine administration,
Mais c'est aussi une période de transition dans l'équilibre des pouvoirs, n'est-ce pas? On s'éloigne du moment unipolaire vers quelque chose de beaucoup plus distribué. C'est aussi une transition, je pense, du modèle économique des États-Unis. Car ce que cette guerre a également révélé, c'est que les Russes sont capables de produire ce dont ils ont besoin pour mener cette guerre. Les Américains, et cela inclut les Européens, toute la structure de l'OTAN, ne le sont pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas assez d'armes, et la capacité industrielle n'est pas là. C'est aussi nouveau. Et tout cela est extrêmement dangereux, car cela crée une situation dans laquelle certains acteurs pourraient se surestimer horriblement et sous-estimer horriblement les autres, puis prendre des décisions qui pourraient nous mener à une guerre nucléaire. Maintenant, comment des personnes raisonnables, des hommes d'État de l'autre côté en Russie et en Chine, gèrent-ils une situation aussi fragile? J'ai parlé à Karen Kwiatkowski hier, et elle a dit qu'une grande partie de la population américaine est contre ces guerres. Ils ne les veulent pas. Ils sont contre cela. Vous faites partie de ceux, du côté conservateur, qui disent bien sûr que les États-Unis doivent être en sécurité et tout, mais nous devons désamorcer toutes ces guerres. Maintenant, même s'il y a une grande majorité de personnes comme ça, et qu'elles ont élu Donald Trump, cette période est tellement dangereuse. Quelles seraient vos recommandations si vous étiez conseiller pour la Russie et la Chine sur la façon d'aborder les États-Unis afin de ne pas sombrer dans une guerre mondiale? Eh bien, dans le cas de la Russie, je veux dire, il s'agit simplement d'attendre la fin de l'administration Biden. Vous savez, Trump n'aurait pas pu être plus clair sur le fait qu'il va nommer un envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine afin de diriger les négociations pour mettre fin à la guerre. Et il n'a pas annoncé ce choix à ma connaissance. Mais vous savez, c'est essentiel. Je plaiderais pour des discussions très brèves, de bas à moyen niveau, pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et la Russie. Je pense que cela doit s'intensifier au plus haut niveau. Je pense que cela devrait être le secrétaire d'État contre Lavrov, pas Rubio. Et Rubio n'est évidemment pas le meilleur choix pour négocier un accord de ce type. Mais cela doit être porté au plus haut niveau entre les États-Unis et la Russie uniquement, sans inclure l'Ukraine. Car en fin de compte, ce seront Trump et Poutine qui se rencontreront pour signer sur la ligne pointillée et finaliser un accord de paix. Je crois que Chet Nagel, un ancien responsable de l'administration Reagan et analyste de la CIA, et moi avons rédigé un plan de paix en 8 points, très clair et concis, que je pense que la Russie accepterait, à l'exception possible de ma disposition selon laquelle l'Ukraine serait en dehors de l'OTAN, de façon permanente, mais pourrait peut-être être un allié majeur, non OTAN. Cela, je pense, nous pourrions le concéder, et ils pourraient ne pas l'accepter. Mais je pense qu'ils le feraient effectivement s'ils obtenaient tout le reste qu'ils ont voulu, en termes de neutralité, de démilitarisation partielle, de dénazification, tout cela, principalement pour expulser l'OTAN d'Ukraine, parce que nous savons que nous avons des centaines, voire des milliers de troupes en Ukraine. Elles ne sont pas dans un rôle de combat avancé. Nous avons des bases de la CIA. Je pense qu'il y avait au moins 12 bases de la CIA qui ont été identifiées et créées peu après le coup de Maïdan qui a renversé le président démocratiquement élu Yanukovych, qui essayait de trouver un juste milieu pour l'Ukraine entre la Russie et l'ULPRD. Du côté russe, ce serait mon conseil. Du côté chinois, j'hésite à le dire, mais je pense qu'ils ne verront pas de résultats sur Taïwan tant qu'ils n'exécuteront pas un blocus. Un blocus pourrait ne pas consister en des attaques cinétiques directes contre les forces militaires taïwanaises. Il serait probablement accompagné d'une cyberattaque massive sur Taïwan. Mais c'est essentiellement ce que leur plan prévoit. Je crois que dans quelques mois, mais peut-être dans les prochaines années, ils diraient essentiellement
D'accord, c'est notre dernière tentative de négociation pacifique avant qu'une guerre à grande échelle ne commence. Et ils utiliseraient cela pour nous faire pression ou nous faire chanter, ainsi que Taïwan, afin d'accepter leurs conditions de réunification. Et comme vous le savez, je pense que nous en avons déjà discuté, j'ai mon propre plan pour la réunification chinoise de Taïwan. Cela constituerait essentiellement un accord de confédération de type Ü-mei-Wei-min-Healing, dans le sens de ce qu'un ancien vice-président taïwanais a proposé. Et cela inclurait, vous savez, l'autonomie continue pour Taïwan. Il devrait bien sûr interdire les partis indépendantistes. Mais à part cela, ils pourraient élire leurs propres dirigeants. Ils pourraient avoir leur propre système économique dans le cadre de la proposition « Un pays, deux systèmes » de Deng Xiaoping à la fin des années 80. Et ils pourraient également avoir le contrôle de leur propre armée. Il y aurait une base navale chinoise située dans le sud de Taïwan, mais en dehors de cela, il n'y aurait pas de présence militaire chinoise permanente à Taïwan. Et je crois que s'il devait bloquer Taïwan, je pense que Trump n'essaierait pas d'escalader le conflit. Je ne pense pas qu'il défendrait Taïwan militairement. Je pense qu'il verrait la sagesse des négociations directes, qui inclurait une sorte d'accord de réunification pour prévenir la Troisième Guerre mondiale. Il y est très engagé. C'est sa priorité numéro 1, parce que, et cela devrait être, vous savez, la priorité numéro 1 de tout dirigeant occidental rationnel devrait être la survie de l'État national. Parce que si vous entrez en guerre avec la Chine, vous entrez en guerre avec la Russie, c'est une guerre à grande échelle. Cela va s'intensifier au moins au niveau cybernétique, et peut-être même au niveau nucléaire, même si cela implique seulement des armes nucléaires non stratégiques, vous savez, dans lesquelles nos bases sont détruites. Vous savez, nous perdons des dizaines de milliers d'Américains, peut-être même, vous savez, des centaines de milliers de soldats et de marins. C'est vraiment, vous savez, quelque chose que nous ne devrions pas être prêts à accepter, surtout quand il s'agit de conflits concernant des pays qui ne sont ni stratégiques ni nécessaires. Il y a des pays avec lesquels nous pourrions en fait survivre sans être alliés, essentiellement. L'Ukraine, évidemment, le plan de la Russie, comme nous l'avons discuté, n'est pas l'annexion. C'est donner à l'Ukraine une véritable indépendance, une véritable souveraineté, car elle ne peut être indépendante et souveraine que si elle est neutre. Si elle est un État client de la Russie, comme la Biélorussie, elle n'est pas indépendante. Si elle est un État client ou satellite des États-Unis, comme elle l'est aujourd'hui, elle n'est pas vraiment indépendante. Elle ne prend pas ses propres décisions. Peut-être que Zelensky voulait la paix. Peut-être qu'il voulait signer l'accord d'Istanbul, puis Boris Johnson et Biden l'ont un peu poussé à ne pas le signer. Je pense qu'il voulait en fait se débarrasser de l'accord d'Istanbul, peut-être en partie parce qu'il voulait l'argent des pots de vin, essentiellement plus d'1 milliard de dollars que je crois que les dirigeants ukrainiens ont détourné, où il a pu acheter ses propres manoirs et autres. L'Ukraine est un pays très corrompu. C'est le pays le plus corrompu d'Europe. Ce n'est plus le plus pauvre, c'est en fait le 3e plus pauvre maintenant. Donc ils ont en fait un peu progressé grâce à cette énorme infusion d'aide occidentale, avoisinant les 200 milliards de la part des États-Unis seulement. Mais l'Ukraine a été considérablement dévastée. Il se peut que seulement 20% de son réseau soit opérationnel pendant les mois d'hiver, où ils auront environ 4 heures de chauffage. Vous savez, des milliers d'Ukrainiens mourront probablement à cause de la destruction de leur réseau électrique. Et à quel prix? Je veux dire, ils ne gagnent aucun territoire. Ils n'ont aucun espoir de gagner du territoire. Ils ne pourront pas négocier pour obtenir plus de territoire. Mais s'il y a le moindre espoir pour l'Ukraine de regagner ces territoires perdus, c'est à la table des négociations
car maintenant qu'ils sont en infériorité numérique 2 contre 1 par les forces russes à l'intérieur de l'Ukraine, il n'y a tout simplement aucune perspective pour eux de récupérer leur territoire. Absolument. Je veux dire, ces conflits, si vous les poussez à un point où la seule chose que l'autre camp est prêt à faire est d'utiliser ses armes, alors nous n'en sortirons tout simplement pas. Je dois espérer qu'avec Taïwan, les Chinois ne sont pas encore au point où ils veulent utiliser ce genre de tactique vraiment agressive. Mon principal argument pour expliquer pourquoi ils n'en sont pas encore là est à cause de ces 2 petites îles que personne ne connaît, Kinmen et Matsu. Je continue de dire que si les Chinois étaient sérieux à l'idée d'attaquer militairement Taïwan maintenant, ils commenceraient par expérimenter avec Kinmen et Matsu. Ces 2 îles sont à 3000 ou 5 km au large de la côte de Xiamen. Elles seraient immédiatement prises et vous pourriez les bloquer. Vous pourriez faire cela, et actuellement, elles sont sous administration taïwanaise, et les Chinois respectent cela. Le continent respecte cela. Donc je dois espérer que la stratégie en Chine est toujours différente, qui est essentiellement le long terme. Comme vous savez, si nous attendons encore 20 ou 30 ans, nous sommes un État civilisationnel. Alors que sont 20 ou 30 ans? Nous n'en avons pas besoin dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais il n'y a pas de certitude à ce sujet. Le problème est que du côté des néoconservateurs, les néoconservateurs américains, ils veulent généralement la guerre plutôt tôt que tard. Peut-être, comme dernière question, quel est votre meilleur espoir pour ce que l'administration Trump peut faire afin de désamorcer ces conflits une fois qu'ils seront au pouvoir en janvier? Quels sont, selon vous, les premiers pas probables que cette administration prendra? Eh bien, avec la Chine, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils s'engagent dans le genre de mesures de désescalade nécessaires. J'aimerais voir la fin des sorties de liberté de navigation avec des destroyers et frégates américains à travers le détroit de Taïwan. Cela ne sert à rien. Ça ne fait qu'énerver la Chine. Autant je veux continuer et même maximiser les livraisons d'armes à Taïwan, c'est une cause perdue. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent défendre leur propre pays seuls. Je ne pense même pas que les États-Unis pourraient défendre Taïwan si nous devions le faire. Donc logiquement, d'un point de vue purement rationnel et amoral, je pense qu'il serait logique de suspendre. Et je ne l'ai jamais dit auparavant, mais suspendre les livraisons d'armes à Taïwan et dire essentiellement que les États-Unis ne défendraient pas Taïwan militairement, je veux dire ce seul pas est le plus critique de tous. Même si nous continuons à leur envoyer des armes, dire que les États-Unis n'interviendraient pas militairement obligerait les dirigeants taïwanais, et bien sûr, ils sont très attachés à l'indépendance avec le président William Lai, à réaliser qu'ils sont seuls. Ils doivent soit augmenter leurs dépenses militaires d'au moins le double, ce qui prendrait des années pour avoir un effet, soit être ouverts à des pourparlers de paix avec la Chine pour renégocier le statut de Taïwan. Et c'est vraiment la clé. Je veux dire, j'ai même dit que l'administration Trump devrait envisager de médiatiser des pourparlers de paix, de médiatiser des pourparlers d'unification. Et ces pourparlers pourraient durer 1 an ou plus, ou ils pourraient parvenir à un accord où la réunification ne prendrait effet que dans 3 ou 4 ans. Mais c'est le type de progrès que je pense que la Chine aurait besoin de voir pour éviter de mettre en œuvre un blocus. Quelque chose dans ce sens qui soit désescalatoire, quelques concessions, comme dire que Taïwan fait partie de leur sphère d'influence et que les États-Unis le reconnaissent, et couper les liens de sécurité. Et surtout retirer nos troupes. Nous avons 300 soldats déployés sur 3 îles taïwanaises, y compris Kinmen, qui est l'une de nos bases,
ainsi que Formose et d'autres îles taïwanaises entre les deux. Donc nous devons, vous savez, minimiser nos liens de sécurité avec Taïwan. Nous devons maximiser les pourparlers de paix avec la Chine. Vous savez, j'ai dit que, vous savez, la sécurité ukrainienne, nous avons prouvé que les États-Unis, ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis pour assurer leur sécurité. Le seul espoir que l'Ukraine a pour assurer sa sécurité est à travers un accord de paix minimalement acceptable pour la Russie et pour éliminer toutes les incitations pour qu'ils attaquent l'Ukraine à nouveau. Et ils avaient cela essentiellement en place de 1991 à 2014. Ils avaient un traité d'amitié et de coopération mutuelle en place que je pense que Zelensky, vous savez, il ne l'a pas annulé avant 2019 ou plus tard. Mais c'est ce que nous devons réaliser. Les dirigeants américains le comprenaient autrefois, même avec Reagan et Nixon. Ils comprenaient que la véritable sécurité des États-Unis devait être à deux volets. Nous devons combler l'écart de capacité militaire, donc nous continuons à reconstruire massivement notre armée, principalement les défenses antimissiles, ainsi que notre arsenal nucléaire. Mais d'un autre côté, nous devons mener des offensives de paix avec la Russie et la Chine, des offensives diplomatiques, de la désescalade. Nous devons coopérer là où, lorsqu'il y a une guerre entre Israël et l'Iran, nous mettons la pression sur Israël, peut-être qu'ils mettent la pression sur l'Iran, et nous les forçons à faire la paix. Vous savez, avec l'Ukraine et la Russie, nous devons reconnaître que l'Ukraine n'est peut-être pas dans leur sphère d'influence, mais c'est essentiellement leur priorité de politique étrangère principale. Avoir un État tampon neutre qui, comme nous l'avons discuté, protège l'OTAN de l'agression russe et protège la Russie de l'agression de l'OTAN. Toute l'idée des États neutres et des États tampons est quelque chose que tout le monde comprenait pendant l'ère réaliste, pendant la guerre froide, que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Je veux dire, Yalta, aussi immoral que cela ait été, aussi horrible qu'un acte d'apaisement que cela ait été, a très bien maintenu la paix nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Aucun des deux côtés ne l'a violée pendant 54 ans, jusqu'à ce que nous élargissions l'OTAN vers l'Est en 1999 jusqu'aux frontières de la Russie pour la première fois. Si nous pouvons simplement revenir à l'idée qu'il existe des solutions gagnant-gagnant et que les accords de neutralité des États tampons en feraient partie, ce serait fantastique. Il est triste que l'établissement politique actuel à Washington et à Bruxelles ne semble comprendre cela et prenne la direction opposée, celle de la pression maximale. Mais il est bon de savoir qu'il y a des penseurs réalistes ici. Vous, Monsieur Mearsheimer, Karen Kwiatkowski, Ray McGovern, il y a toute une gamme de personnes qui le comprennent. Donc la question est, quand arrive-t-il au pouvoir et comment mettre en œuvre une véritable structure de sécurité? Je voudrais vous remercier pour votre temps aujourd'hui. David, si les gens veulent vous lire, le meilleur endroit est d'aller sur votre Substack, n'est-ce pas? The Real War. Oui, The Real War, et c'est sur deepine.substack.com. Encore une fois, deepine.substack.com. Je fournis des mises à jour régulières, parfois hebdomadaires, sur ce que je pense être les questions de sécurité nationale les plus importantes. J'écris aussi sur l'histoire, comme nous l'avons discuté dans des programmes précédents, en particulier la Première et la Seconde Guerre mondiale, comment ces guerres auraient pu être évitées, comment elles auraient pu se terminer plus tôt, et comment des dizaines de millions de vies perdues auraient pu être sauvées. Je pense qu'elles offrent des leçons vraiment importantes pour les guerres auxquelles nous sommes confrontés actuellement, notamment entre la Russie et l'Ukraine. Je suis d'accord. Le lien sera dans la description. David, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, j'apprécie. Passez une excellente soirée.